Lorsque vous entendez le nom Dracula, vous pensez à une cape, vous pensez à un château dans la brume, à des chauves-souris, à une créature fictive qui boit du sang pour survivre. Hollywood a passé 100 ans à vous apprendre à craindre un mythe. Mais la vérité ne concerne pas un monstre qui boit du sang. Elle concerne un homme qui en a versé des océans entiers. Vlad III, le voïvode de Valachie, ne se transformait pas en chauve-souris. Il ne craignait ni l'ail ni les croix. C'était une créature de chair et d'os, un homme d'une profonde foi et d'une intelligence terrifiante. Pour son peuple, il était un héros qui tenait tête à un raz-de-marée. Pour ses ennemis, il était Kazekh le Bey, le seigneur du pieux. Nous entendons souvent parler de ces guerres. Nous entendons parler des hommes qu'il a combattus. Mais l'histoire a tendance à détourner le regard des coins les plus sombres. Aujourd'hui, nous allons regarder là où les autres détournent les yeux. Nous allons examiner le sort des captives les plus vulnérables de sa guerre, les femmes. Ce que Vlad Dracula a infligé aux captifs de l'Empire ottoman n'était pas seulement de la cruauté, c'était un message écrit dans la misère humaine, conçu pour briser l'esprit de la plus grande superpuissance de la Terre. C'est l'histoire de la façon dont un homme a transformé une forêt en cimetière et de la raison pour laquelle même le sultan qui a conquis Constantinople s'est couvert les yeux d'horreur. Pour comprendre le monstre, nous devons regarder le garçon. La cruauté naît rarement, elle se fabrique, et la cruauté de Vlad a été forgée au cœur même de l'empire qu'il jurerait plus tard de détruire. Enfant, Vlad n'a pas été élevé dans la chaleur d'un faim. À l'âge de 11 ans, son père le livra au sultan ottoman comme otage, un gage humain pour garantir la loyauté de la Valachie. Imaginez la fracture psychologique. Un jour, vous êtes un prince à la cour de votre père. Le lendemain, vous êtes un prisonnier dans un pays étranger, entouré des gens qu'on vous a appris à haïr. Pendant 6 ans, Vlad vécut dans la citadelle d'Edirne. Il fut éduqué aux côtés du futur sultan Mehmed II. Mais tout en apprenant la philosophie et la science, il apprit aussi autre chose. Il observait. Il observa l'efficacité des Ottomans à la guerre. Il regarda comment ils disciplinaient leurs propres troupes. Il regarda comment ils utilisaient la terreur comme un instrument de gouvernement. Les Ottomans étaient maîtres dans la guerre psychologique. Si un village se rebellait, ils ne se contentaient pas de le vaincre, ils en faisaient un exemple. Vlad absorba cette leçon comme une éponge. Il apprit que dans un monde de géants, le petit ne peut pas se battre avec honneur. Pour survivre face à un loup, on ne peut pas être un mouton. Il faut devenir un chien enragé. Il faut être si terrifiant, si imprévisible, que même le loup hésite à vous mordre. Au moment où il fut libéré et retourna en Valachie pour prendre son trône, le garçon avait disparu. À sa place se tenait un homme dont le cœur s'était changé en fer froid. Il n'avait aucune illusion sur la chevalerie. Il savait que pour assurer sa couronne, il devrait traverser une rivière de sang. Quand Vlad prit le trône, il ne trouva pas un royaume, il trouva un désordre. La Valachie était une zone tampon, écrasée entre le royaume catholique de Hongrie et l'empire islamique ottoman. C'était une terre de trahison. La noblesse, les boyards, étaient corrompus, changeant de camp au gré du vent. Le crime régnait, la pauvreté était absolue. Le premier mouvement de Vlad fut interne. Nous connaissons tous les histoires. Il invita les nobles corrompus à un banquet. Il les nourrit. Il leur servit du vin, et puis il les mena dans la cour. Il ne fit pas que les éliminer. Il réinitialisa l'ordre social. Il força leurs épouses et leurs filles, des femmes qui n'avaient jamais travaillé de leur vie, à construire sa forteresse de Poenari. Elles portèrent des briques jusqu'à ce que leurs vêtements tombent de leur corps et que leur peau éclate. C'était le premier signe. Vlad ne respectait pas le genre. Il ne respectait pas le statut. Pour lui, vous étiez soit un outil pour la Valachie, soit un obstacle, et les obstacles devaient être éliminés. Mais sa vraie cible fut toujours le Sud, l'Empire qui avait volé son enfance. Les demandes ottomanes de tribus, d'or et de jeunes garçons pour le corps des janissaires devenaient plus lourdes chaque année. En 1459, Vlad cessa de payer. Il ne se contenta pas d'arrêter d'écrire des chèques.
Il cloua les turbans des envoyés ottomans sur leur tête. C'était une déclaration de guerre totale. Il savait que le sultan viendrait. Il savait que la puissance de l'Est s'abattrait sur sa petite principauté. Et il savait qu'il ne pouvait pas gagner un combat loyal. Alors, il prépara un théâtre de l'horreur. L'hiver 1461, Vlad n'attendit pas d'être attaqué. Il traversa le Danube. Il envahit le territoire ottoman. Ce n'était pas une conquête pour la terre. C'était un raid d'extermination. Il passa de village en village, ne laissant derrière lui que fumée et silence. Ses lettres au roi de Hongrie de cette époque sont glaçantes. Il liste ses victimes avec la précision d'un comptable. 23 184, Turcs et Bulgares, écrivit-il, sans compter ceux qui furent brûlés dans leurs maisons ou dont les têtes ne furent pas présentées à nos officiers. Et ici, dans la boue glaciale des rives du Danube, le sort des femmes fut scellé. Dans la guerre médiévale, les femmes étaient généralement prises comme esclaves. Elles avaient de la valeur. On pouvait les rançonner, les vendre ou les utiliser pour le travail. Mais Vlad ne s'intéressait pas à l'économie. Il s'intéressait au traumatisme psychologique. Il rassembla les captifs, hommes, femmes, enfants. Il ne les sépara pas. Il voulait que les soldats ottomans voient l'unité familiale détruite ensemble. Il commença à perfectionner la méthode, qui lui donna son nom, le PAL. Nous devons être prudents ici. Nous devons décrire cela sans perdre notre humanité. Mais nous ne devons pas détourner le regard. Le PAL n'était pas une mort rapide. C'était une merveille d'ingénierie de la cruauté. Un poteau de bois graissé et arrondi à l'extrémité, inséré dans le corps d'une manière qui évitait les organes vitaux. La victime était hissée à la verticale. La gravité faisait le reste. C'était une lente descente. Une personne pouvait survivre pendant des jours. Et Vlad n'infligea pas cela qu'aux soldats. Il l'infligea aux mères. Pourquoi les femmes? Pourquoi briser les règles non écrites de la guerre qui épargnaient généralement le sexe faible des pires exécutions sur le champ de bataille? Pour Vlad, la captive féminine représentait le cœur de la société ottomane. En détruisant les femmes, il envoyait un message aux hommes ottomans. Je ne combats pas seulement votre armée, je mets fin à votre avenir, je détruis l'utérus même de votre peuple. Les rapports de l'époque décrivent des scènes qui défient la croyance. Dans un cas, capturant un harem d'un pacha local, il ne les vendit pas et ne les prit pas pour lui. Il ordonna qu'elles soient placées sur des pieux devant les remparts de la ville. Il les arrangea en motifs, en forme géométrique de souffrance. Il créa une forêt de corps mourants. Imaginez être un éclaireur ottoman chevauchant en avant de l'armée principale. Vous vous attendez à trouver un champ de bataille. Au lieu de cela, vous trouvez un village silencieux où le seul mouvement vient du vent soufflant dans les cheveux des morts. Vous voyez des femmes, leurs longues robes flottant, suspendues dans les airs. Vous voyez la brutalité qui leur fut infligée. Des mères avec leurs nourrissons parfois empalés sur leur poitrine avec la même pièce de bois. C'était une bombe psychologique nucléaire. Cela terrifia les Ottomans. Ils étaient habitués à la mort, ils étaient habitués à la guerre, mais ils n'étaient pas habitués à cela. C'était l'œuvre d'un démon. Printemps 1462. Le sultan Mehmed II, le conquérant de Constantinople, l'homme qui fit tomber l'Empire romain, rassemble une armée. C'est un Léviathan. 60 000 à 100 000 hommes. Des canons qui peuvent se briser les murs des villes, les janissaires d'élite. Il marche vers le nord pour écraser le moustique impudent Vlad Dracula. Mehmed s'attend à une guerre traditionnelle. Il s'attend à ce que Vlad se retranche dans un château ou l'affronte sur un champ. Mais Vlad est un fantôme. L'armée ottomane marche en Valachie et ne trouve rien. Les champs sont brûlés, les puits sont empoisonnés, le bétail est abattu. C'est une terre dévastée. Les soldats ottomans ont faim. Ils ont soif. Ils se font abattre par des flèches dans l'obscurité. Et à chaque mille qu'ils parcourent, la peur grandit car ils ont entendu les rumeurs. Ils ont entendu ce qui était arrivé aux captifs. Et puis ils atteignent les abords de Targoviste, la capitale de Vlad. 17 juin 1462. Le soleil se couche. La chaleur est oppressante. L'avant-garde ottomane pousse à travers une forêt dense.
s'attendant à voir les murs de la ville. Au lieu de cela, ils entrent dans une clairière et l'armée s'arrête. Les sources historiques, grecques, ottomanes et italiennes, ont toutes du mal à trouver les mots pour ce que Mehmed vit. Cela devint connu comme la forêt des Empalés. C'était une vallée s'étendant sur des miles et elle était peuplée de 20 000 corps. Ce n'était pas un chaos de cadavres, c'était organisé, c'était hiérarchique. Les officiers ottomans de haut rang étaient seulement sur des pieux plus élevés, dominant les autres. Mais les entourant, il y avait une mer de civils. Et c'est ici que le sort des femmes choque le plus. Les témoins oculaires décrivirent des familles entières élevées sur le bois. Les femmes étaient déplacées à côté de leurs maris. L'ampleur même de la scène signifiait que Vlad avait passé des semaines à préparer cela. Ce n'était pas un acte de rage soudain. C'était une installation artistique de la mort. Le vent portait l'odeur. Le son des charognards, corbeaux et vautours assombrissaient le ciel. Le silence de 20 000 morts est plus fort que n'importe quel canon. Pour les soldats ottomans, dont beaucoup avaient des épouses et des filles en Anatolie, voir les captives exposées de cette façon brisa leur esprit. Cela violait la sainteté du harem, l'intimité du foyer. Cela prenait la sphère privée de la femme et l'exposait à la mort la plus publique, humiliante et agonisante possible. Le sultan Mehmed II n'était pas un homme doux. Il avait marché dans le sang de Constantinople. Il avait ordonné l'exécution de ses frères pour sécuriser son trône. C'était un homme de fer. Mais les chroniqueurs nous disent dès que lorsqu'il fut sur son cheval et regarda par-dessus la forêt des Empalés, il recula physiquement. Il se couvrit le visage. Un chroniqueur rapporte ces paroles. Comment pouvons-nous le déposséder de ses terres? Un homme qui n'a pas peur de faire cela. Un homme qui peut faire de telles choses à ses propres sujets et aux nôtres. Un tel homme vaut plus qu'un royaume. C'était un étrange mélange d'horreur et d'admiration perverse. Mehmed réalisa qu'il combattait un homme qui n'avait aucune limite, un homme prêt à transformer son propre pays en cimetière juste pour prouver un point. Le sultan, écœuré par la puanteur et la vue des femmes et enfants pourrissants, ordonna à son armée de faire demi-tour. Il battit en retraite. Réfléchissez à cela, la plus grande armée du monde, vaincue non pas par la stratégie, ni par une force supérieure, mais par un tableau de pure horreur. Vlad avait gagné, mais le prix fut son âme. Nous devons faire une pause ici pour regarder les histoires individuelles. L'histoire peint souvent à grands traits, mais la tragédie est dans les détails. Des légendes entourent le traitement que Vlad réservait aux femmes dans sa vie personnelle, ce qui reflète son traitement des captives. Il y a l'histoire de la femme du marchand. Un marchand étranger visitant Targoviste laissa un sac d'or sur la place de la ville. Vlad ayant décrété que le crime était effectivement nul en raison de ses lois brutales. Quand le marchand revint, l'or était là. Mais imaginez la peur de la femme du marchand, sachant que si une seule pièce manquait, la punition ne serait pas une amende, ce serait le pal. Puis il y a la légende plus sombre de sa maîtresse. On dit qu'une femme essayant de plaire au prince volubile lui dit qu'elle était enceinte. Vlad, suspicieux et cynique, la fit examiner par des sages-femmes. Quand elles lui dirent qu'elle mentait, il ne la bannit pas seulement. Il lui fit ouvrir le ventre, sa justification. Je voulais voir où se cachait le fruit de mes entrailles. Que cette histoire soit un fait ou un folklore, elle illustre l'atmosphère de sa cour. Le corps d'une femme ne lui appartenait pas. C'était un réceptacle pour la vérité ou les mensonges. Et Vlad se sentait en droit de briser ce réceptacle pour trouver ce qu'il voulait. Et puis l'épouse. La légende dit que lorsque les Ottomans approchèrent de son château de Poenari, l'épouse de Vlad se tint sur les remparts. Elle regarda la forêt sombre en contrebas, puis regarda l'armée turque approcher. Elle savait ce qui arrivait aux femmes capturées par les Ottomans, l'esclavage, le harem. Mais elle savait aussi ce que son mari faisait aux captives. Elle était prise entre deux monstres. Elle aurait dit « Je préférerais être nourriture pour les poissons de l'Ardèche que prisonnière des Turcs. » Et elle se jeta de la tour dans la rivière en contrebas. Même la femme la plus proche de lui choisit la mort, plutôt que la réalité du monde que lui et ses ennemis avaient créé. Pas tout le monde ne mourut sur le pal.
Qu'arriva-t-il aux femmes qui ne furent si fois pas tuées mais gardées? Elles devinrent des ouvrières. Vlad croyait que tout le monde devait travailler pour l'État. Il n'y avait pas de main d'oisive dans la Valachie de Dracula. Les femmes étaient enrôlées pour fabriquer des uniformes, réparer les murs, cuire le pain pour l'armée. Elles travaillaient sous l'ombre du pal. Une erreur de tissage pouvait signifier la mort. Un pain brûlé pouvait signifier la perte d'une main. La peur était l'air qu'elles respiraient. Pour les captives ottomanes qui échappèrent au pal, leur sort fut souvent d'être ramenés à l'intérieur de la Valachie pour travailler comme serfs sur les terres des boyards fidèles à Vlad. Elles furent dépouillées de leur culture, de leur religion et de leur liberté. Elles devinrent des fantômes dans un pays étranger, labourant le sol fertilisé avec le sang de leurs compatriotes. Après que le sultan Mehmed II se retira avec horreur de la forêt des Empalés, la guerre ne prit pas fin. Elle devint seulement plus personnelle. Le sultan réalisa qu'il ne pouvait pas vaincre Vlad par la force brute. Dracula était trop sauvage, trop imprévisible. Alors le sultan utilisa une arme différente, une arme forgée dans la même enfance que Vlad lui-même. Il envoya Radu le Beau, le propre frère cadet de Vlad. Radu était tout ce que Vlad n'était pas. Il avait grandi à la cour ottomane, s'était converti à l'islam, était un favori du sultan et possédait la douceur de la soie là où Vlad était dur comme le fer. Le sultan donna une armée à Radu et l'envoya en Valachie avec un simple message au peuple. « Je ne vous apporte pas des pieux, je vous apporte la paix. » Et ici, le sort des femmes de Valachie changea à nouveau. Vlad menait une guerre totale. Il brûlait ses propres villages pour que l'ennemi ne trouve rien. Imaginez la terreur d'une mère valaque. Du sud viennent les janissaires. Du nord vient votre propre prince, prêt à brûler votre maison et à empoisonner votre puits, juste pour les refuser à l'ennemi. Les femmes étaient reprises entre le marteau et l'enclume. Radu joua sur cette peur. Il promit protection aux épouses et filles des boyards. Il utilisa les femmes comme un levier politique. Alors que Vlad empalait des captifs, Radu renvoyait des prisonniers chez eux. Ce fut une victoire psychologique. La Valachie, lasse du sang, commença à faire défection vers le beau-frère. À l'automne 1462, Vlad était seul. Son armée s'était évaporée. Les nobles l'avaient trahi. Il se retira dans sa citadelle montagneuse, le château de Poenari, le même château qui avait été construit sur le sang et la sueur des épouses des boyards des années auparavant. C'est un retournement du destin. Les murs élevés par des femmes réduites en esclavage devinrent le dernier refuge du tyran. Les légendes disent que la tragédie finale de sa vie personnelle se joua ici. Son épouse nommée Anastasia dans certaines sources, Justina dans d'autres, était dans le château avec lui. Elle vit les feux de l'armée ottomane dans la vallée de l'Ardèche en contrebas. Elle savait que Radu menait les janissaires, mais elle savait aussi qu'il n'y aurait aucune pitié. Pour l'épouse de Dracula, la capture par les Turcs signifiait le harem. Cela signifiait devenir un trophée pour des soldats qui détestaient son mari plus que tout sur terre. Les légendes locales disent qu'elle déclara « Je préférerais que mon corps soit mangé par les poissons de l'Ardèche que de devenir un jouet des Turcs. » Et elle se jeta de la tour dans l'abîme. La rivière à cet endroit s'appelle encore la rivière de la princesse, Raül Dohamney. Même dans sa chute, Vlad apporta la mort à la femme la plus proche de lui. Son suicide ne fut pas un acte de lâcheté, mais un dernier acte de défi. Dans un monde où les femmes n'avaient pas d'autre choix, Vlad s'échappa par un passage secret, glissant dans la nuit comme un fantôme. Mais sa guerre était perdue. Il chercha de l'aide auprès du roi de Hongrie, Matyas Korvin. Mais au lieu d'aide, il trouva des chaînes. La politique est un jeu sale. Il n'était pas profitable pour Corvin de combattre les Turcs. Il était plus facile d'accuser Vlad de trahison. Pour justifier l'arrestation du défenseur de la chrétienté, Corvin lança peut-être la première campagne de propagande de masse de l'histoire. Et c'est grâce à cette campagne que nous connaissons les détails les plus macabres de ce que Vlad fit subir aux femmes. Au XVe siècle, une nouvelle invention apparut, la presse de Gutenberg, et l'un des premiers best-sellers d'horreur fut les pamphlets sur Dracula. Ils se répandirent à travers l'Allemagne et la Russie accompagnés de gravures sur bois macabre.
Ces gravures représentaient souvent des femmes. Une histoire raconte que Vlad dînait au milieu de la forêt de Pieux. La gravure montre un bourreau démembrant une femme sur une table devant lui, tandis qu'il trempe calmement son pain dans le sang. C'est probablement de la propagande, une exagération, mais dans chaque mensonge, il y a une part de vérité. Et ces histoires reflètent la réelle peur qu'il inspirait. Mais il y a des histoires qui sont répétées si souvent et avec tant de détails que les historiens pensent qu'elles sont basées sur les vraies méthodes de Vlad pour maintenir l'ordre. Et ces histoires concernent non pas la guerre, mais la vie domestique. Vlad était obsédé par l'ordre. Il croyait que la pauvreté de la Valachie venait de la paresse, et sa colère tombait souvent sur les femmes qu'il jugeait mauvaises ménagères. Il y a une célèbre légende sur un paysan et sa chemise. Vlad traversait un village à cheval et vit un paysan portant une chemise courte et sale qui révélait son corps. Vlad demanda à l'homme : « As-tu une femme ?» Le paysan répondit : « Oui, monseigneur. » Il ordonna qu'elle lui soit amenée. La femme arriva, saine et forte. Vlad lui demanda : « Pourquoi ton mari marche-t-il comme un guenilleux ? N'as-tu pas de lin ? N'as-tu pas de main ?» La femme commença à donner des excuses, disant qu'elle avait beaucoup d'autres tâches. La sentence de Vlad fut instantanée. Il la jugea paresseuse. Il ordonna que ses 2 mains soient coupées. Dans d'autres versions, elle fut empalée et son corps exposé en avertissement aux autres femmes. Le devoir d'une épouse est de prendre soin de son mari. Il choisit alors une autre femme pour le paysan et la força à coudre une nouvelle chemise, avertissant que si le mari avait encore mauvaise mine, elle subirait le même sort. Cette histoire choque non par son ampleur, ce n'est qu'une vie, mais par sa cruauté intime. Elle montre que pour Vlad, une femme était une fonction. Si la fonction, coudre, cuisiner, n'était pas remplie, l'humain devait être éliminé. Vlad se considérait aussi comme un grand moraliste. Il détestait les aventures et ce qu'il considérait comme la promiscuité. Dans un manuscrit russe, le dit de Dracula le voïvode, un cas impliquant une veuve est décrit. Une femme dont le mari était mort à la guerre fut vue pleurant dans la rue, ou dans une autre version, parlant à un autre homme trop tôt après les funérailles. Vlad la convoqua. Il déclara que par son comportement, elle insultait la mémoire du guerrier tombé. La punition. Il ordonna que son ventre soit ouvert, prétendant qu'il voulait voir s'il y avait un cœur capable d'amour à l'intérieur, ou juste du vide. C'était une cruauté misogyne, déguisée en justice. Vlad se voyait comme un chirurgien coupant la pourriture de la société, et malheureusement, les femmes étaient souvent désignées comme cette pourriture. Vlad Dracula mourut en 1476. Il fut tué au combat, peut-être par ses propres hommes, lassé de sa terreur. Sa tête fut coupée, conservée dans du miel et envoyée à Constantinople au sultan. Mehmed eut enfin son trophée. La tête fut placée sur un pieu au centre d'Istanbul. La boucle était bouclée. Celui qui vécut par le pieu mourut sur le pieu. Mais que resta-t-il après lui ? Les champs de Valachie restèrent trempés de sang. La peur resta, gravée dans la mémoire génétique de la région. Pour les femmes de l'Empire ottoman et de Valachie, le règne de Vlad fut un temps où l'obscurité devint tangible. Nous devons nous souvenir que la forêt près de Targoviste n'était pas faite de mannequins sans nom. C'était Fatima, Aïcha, Maria et Léna, des mères qui couvrirent les yeux de leurs enfants alors qu'ils étaient hissés dans les airs. Des filles qui prièrent pour une mort rapide, mais reçurent une longue agonie. Aujourd'hui, le château de Bran attire des millions de touristes. Ils achètent des canines en plastique et des masques de vampires. Ils rient et cherchent le comte Dracula des films. Mais le vrai Dracula était plus effrayant qu'aucun vampire. Un vampire de mythe tue pour survivre. Vlad tua pour envoyer un message, et les lignes les plus fortes de ce message furent les corps des femmes. Il les utilisa parce qu'il savait qu'il n'y a rien de plus sacré pour une société que la vie d'une mère. En brisant ce tabou, il devint un monstre aux yeux de ses ennemis, une créature avec laquelle on ne peut pas négocier. Quand vous regardez les belles montagnes des Carpates, ne vous souvenez pas du conte de fées hollywoodien. Souvenez-vous du silence de la forêt où les oiseaux ne chantent pas.
Souvenez-vous des femmes qui devinrent des pions dans un jeu de deux empires. Leurs histoires furent une aventure décrite dans le sang, et nous sommes obligés de les lire sans détourner le regard, parce que l'histoire oubliée a tendance à se répéter.